Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting. Nous sommes le mercredi 16 septembre 2015, c'est bien ça, oui, il est 11h03. Il est 5h03 à New York, dans 3-4 heures environ. La réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis va s'ouvrir. Le FOMC, 12 membres, présidents des réserves fédérales régionales, chacune d'entre elles étant responsable d'un secteur géographique aux États-Unis, et puis d'étudier en détail l'économie de ces régions, et puis toutes ces informations sont remontées dans l'organisme central, donc la Réserve fédérale, qui derrière ajuste ses projections économiques pour les États-Unis et en partance de ces projections économiques euh, établit sa politique monétaire. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. On ne parle que de ça finalement depuis le début de la semaine. La Réserve fédérale, les taux, bref. Le dollar américain se reprend face aux devises européennes depuis quelques heures. C'est ce que vous observez notamment à travers la baisse du taux de change euro-dollar. Je vais donc en parler puisque cette baisse du taux de change euro-dollar se poursuit. Que peut-il se passer demain? Je vais vous montrer deux choses. Tout d'abord, si j'arrive à le retrouver, parce qu'il n'est pas là, laissez-moi simplement le retrouver. Voilà, c'est le site de la Réserve fédérale des États-Unis, que vous sachiez quoi suivre demain. Alors bon, déjà, je serai en mesure demain de vous guider vers les éléments à étudier, puisque nous serons ensemble donc en salle de trading, hein, puisqu'il y a une émission spéciale demain qui a lieu à partir de 19h45. Alors, c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais essayer de retrouver le bon lien. Bon, il faut que je retrouve les dates. Je vais juste simplement laissez-moi retrouver les dates. Alors, un instant, je vous laisse avec le graphique de l'euro-dollar. Accordez-moi 2 secondes. Il faut juste que je retrouve. Voilà. Il faut juste que je retrouve. Voilà. Donc, demain, il y a deux endroits où être. Tout d'abord, en salle de trading DailyFX, et surtout avoir sous les yeux ce site internet, le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Parce que il va y avoir un certain travail à faire entre la décision à 20h et la conférence de presse à 20h30. Vous avez ici donc sous les yeux le tableau de toutes les dates de réunion de ce FOMC, donc le Federal Open Market Committee, donc qui rassemble ces personnes qui décident de la politique monétaire sous la direction de Janet Yellen, la chairman. 17 septembre, 28 octobre, 16 décembre, que va-t-il se passer demain à 20h? Dans ce tableau, et je l'ai déjà observé à plusieurs reprises, donc vous pouvez me faire confiance, à 20h et 1 seconde, bon, allez, on va dire 20h et 10 secondes, vous allez avoir ici une ligne qui va apparaître, Statement. Vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez avoir en l'état le communiqué de presse. Bon, qui va faire la synthèse un peu de tout ce qui a été établi pendant 48 heures de travail. Mais surtout, ici, à peu près au même moment, vous aurez donc cette ligne, les matériaux de la Réserve fédérale, ces projections économiques. Alors on peut regarder celle du 17 juin dernier, c'est concrètement ce tableau-là qui va être mis à jour. Dans ce tableau-là, vous allez avoir donc les projections du mois de juin et désormais les nouvelles projections. Alors, ce tableau-là va nous permettre, et me permettra avec vous demain, en 1 minute, de savoir si la Fed révise en hausse ou en baisse ses projections économiques et surtout lesquelles. On va étudier le PIB, on étudiera le taux de chômage et le régime des prix, mesuré donc par l'indice des prix, non pas à la consommation, mais par l'indice des prix PCE, qui est basé sur les dépenses de consommation des ménages et qui est proposé par le département du commerce, qui rassemble l'activité du commerce de détail aux États-Unis, entre autres. Donc, ce tableau, on va pouvoir l'étudier avant la conférence de presse. Ce qui nous permettra, je l'espère, s'il est suffisamment clair, d'établir des anticipations avant même la conférence de presse. Si ce n'est pas le cas, à partir de 20h30, donc démarrera une conférence de presse avec une série de questions-réponses avec les journalistes qui se poseront notamment la question du calendrier à venir de la Réserve fédérale. Alors, vous avez sur notre site internet un article qui vous est proposé avec 3 cas de figure possibles. Bon, il y aura peut-être un quatrième cas, écoutez, mais en tout cas, je pense que c'est un de ces 3 cas de figure qui sera demain valide, actif. Le cas numéro A, absence de relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds et surtout pas de calendrier précis
de relèvement des taux, donc concrètement maintien d'une politique de taux zéro, un discours accommodant, je dirais en accord avec le contexte mondial. Deuxième cas de figure, hausse des taux. Voilà, la Fed a atteint ses objectifs, notamment marché du travail, taux de chômage qui passe sous 5%. C'était la cible de la Fed pour cette année. Bon, les prix qui s'accélèrent petit à petit, puis la Fed qui aurait un discours du type les matières premières vont rebondir, donc dans un an on aura 2% d'inflation, etc. Le contexte mondial c'est provisoire, c'est temporaire, mais on a des doutes tout de même, donc on relève les taux, on a un calendrier de relèvement des taux, mais le rythme est très très lent. Donc très différent de ce qu'on a pu avoir entre 2005 et 2007, où là on avait eu une hausse presque linéaire. Mais à l'époque, regardez votre prix du pétrole entre 2004 et 2007, c'était la hausse verticale. Le pétrole était passé en ligne droite de 70 $ à 150. Bon, là vous connaissez votre graphique du pétrole, on n'est pas en train de monter en ligne droite de 70 à 150 $. Donc c'est différent. Et puis depuis il y a eu la crise financière, Lehman Brothers, de nouvelles régulations. Admettons que la croissance économique potentielle a probablement reculé par rapport à ce qu'elle pouvait être à l'ouverture de ce siècle. Donc il y a des situations différentes qui ne permettent pas de raisonner simplement et de comparer avec cette situation entre 2005 et 2016. Et enfin un troisième cas de figure. Ça m'étonnerait que ce soit le cas parce que Madame Yellen n'a de toute façon pas et jamais fait partie des faucons au sein du FOMC, mais un cas de figure hyper agressif. La Fed qui juge l'économie américaine solide, étanche aux risques internationaux, et qui insiste sur, cette fois-ci, la nécessité de normaliser. Ça, ce scénario, il est peu probable. Par contre, peu probable, violent, l'impact correctif sur le marché action, il serait fort, on pourrait perdre 10 à 15% sur le SP500. Hyper haussier pour le dollar US, l'euro file à la parité. Alors ça, c'est le scénario que je juge le moins probable, mais voilà, la Fed, elle va mettre à jour ses projections économiques et j'ai hâte d'en prendre connaissance. Ça me permettra, je pense, demain, dès 20h10, 20h15, de pouvoir trancher parmi ces trois cas de figure. Et puis peut-être qu'il s'agira d'un quatrième cas de figure auquel je n'aurais pas pensé, la prévision de marché et surtout la prévision fondamentale, ce n'est pas une science parfaite. En tout cas, si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui pourrait se passer demain, j'ai pensé à ces trois cas de figure. Dans tous les cas, il y aura de la vol. Le scénario qui serait le moins volatile, c'est le cas numéro A, maintien de la politique de taux zéro, un communiqué de presse planique, très similaire à celui qu'on a pu avoir au mois de juin, flou, pas de calendrier. Bon, ben là forcément le marché sera rassuré parce que on aura toujours derrière nous le pilier de la politique de taux zéro, notamment sur le marché action. Alors pour ceux qui doutent qu'il s'agisse d'un pilier, vous avez ici un graphique qui superpose le taux d'intérêt principal de la réserve fédérale et la courbe du Dow, de l'indice Dow Jones. Bon, écoutez, c'est sans appel, hein. Vous avez ici le plancher des taux, 0, ça fallait quand même plat. Et puis là, la vive tendance haussière du Dow qui, quand même, depuis 2009, est passé d'environ 6200 points à presque 18 000 points. Il a corrigé, admettons-le, en août. Hein, il est passé sous les 16 000 points pendant un instant. Donc, voilà moi ce que je peux vous dire. Maintenant, ça c'est demain. Pour le moment, le dollar américain monte face aux devises européennes. L'euro-dollar est peut-être... Alors, l'euro-dollar, il était sous résistance hier, il n'y a pas photo, 1,1330. J'ai ouvert hier mon Good Morning euro-dollar en montrant que le taux de change euro-dollar avait tenté de déborder les 1,1330, puis finalement avait réintégré le niveau, et que depuis la session asiatique, on faisait un petit range, mais sous la résistance. On faisait un petit range, mais sous la résistance. J'espère que le son l'image fonctionne normalement. Voilà, ça a l'air d'être correct. Hein. N'hésitez pas à me le confirmer. Hein. Bonjour Dérald, Christian, Charlie56, le doc, tout le monde. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Et après, je lirai vos commentaires, puisque je vois que vous commentez justement ces cas possibles. Mais l'euro-dollar, pour moi, il est dans cette phase depuis hier et depuis le 14 septembre, donc lundi surtout, à la cassure d'un 13,30, une phase baissière à court terme. On va probablement rejoindre cette ligne de tendance. Après, c'est pas un mouvement swing. Hein. C'est voilà, on sent que là, le marché achète un peu le dollar US face aux devises européennes. Bon, en se disant, mais si finalement la Fed les relevait ces taux, ou si elle ne les relevait pas, mais qu'elle annonçait, bon, en tout cas, l'euro-dollar se replie. Peut-être qu'il pourrait baisser jusqu'à 1,1205 encore. Là, il est en train de revenir sur ce niveau des 1,1243. J'ai l'impression qu'il est en train de casser les 1,1243. Donc il pourrait revenir ici. Alors, aujourd'hui, il y a des statistiques à suivre.
On vient de prendre connaissance de l'indice des prix à la consommation au mois d'août au sein de la zone euro, et a priori cela exerce une pression négative sur l'euro. L'indice des prix à la consommation donc au sein de la zone euro inférieur au consensus, 0,9%, alors que le marché attendait 1%. Vous avez dans la section commentaires 3 lignes avec ma sélection aujourd'hui des statistiques à suivre. Il y avait notamment l'indice des prix à la consommation au sein de la zone euro, bon 0,9 à la place de 1%. Ça exerce une légère pression sur l'euro, c'est pas non plus transcendantal. Mais bon, avec cette statistique, je pense que l'eurodoll, voilà, il peut peut-être rebaisser encore un peu, peut-être d'une trentaine de pips, pour revenir chercher cette zone. Alors cet après-midi, il y a ce même indice des prix à la consommation aux États-Unis à suivre. Je vous rappelle que l'indice des prix à la consommation, ce n'est pas l'indice des prix qui est suivi par la Réserve fédérale des États-Unis. Malgré tout, l'IPC il a quand même un rôle à jouer. Et ça, je le suivrai avec vous cet après-midi. Pourquoi c'est important de suivre cet aspect-là de l'économie américaine? Parce que, en partant du principe que la Fed a essentiellement un focus sur le marché du travail, ça c'est un fait, c'est très important, la dynamique de l'emploi aux États-Unis, les prix font partie intégralement de ces targets. Et l'inflation à la consommation en rythme annuel devrait, selon le consensus du marché, atteindre presque 2%. Alors cette inflation à la consommation 2% exclut bien sûr le prix de l'énergie, puisqu'en en tenant compte, on est toujours à 0%. Mais la Fed s'intéresse surtout à l'inflation sous-jacente, qui donne une bonne représentation de l'évolution des salaires. On retrouve le lien, encore une fois, avec le marché du travail. Donc, cette statistique à 14h30, dernière statistique importante avant demain la Réserve fédérale, et surtout l'indice des prix à la consommation, la Fed va en prendre connaissance tout à l'heure. Lorsqu'elle sera publiée, il sera justement 9h à New York. À peu de choses près, on peut imaginer que c'est à peu près l'heure où devraient commencer à se réunir les membres du FOMC. C'est un peu la dernière statistique qu'ils auront à se mettre sous les dents. Donc, voilà pour l'aspect fondamental. Ça fait 15 minutes, je vais arrêter de vous ennuyer avec ça. Vous avez déjà des questions sur tout ce que je viens de dire, j'y réponds juste après. Laissez-moi vous proposer un tour d'horizon des indices boursiers de la zone euro. C'est pas compliqué, je l'expliquais hier. Hormis l'excès haussier du 9 septembre, on peut même parler d'un piège haussier. Le marché est dans un range depuis le 27 août, ça fait depuis 3 semaines que les marchés sont dans des ranges. Et donc un range, on fait quoi? On achète le support, on vend la résistance. Qu'a fait le marché depuis 3 semaines? Il a acheté le support, il a vendu résistance. Il a acheté le support le 1er septembre, il a acheté le support le 4 septembre et il a acheté le support hier. Hier, CAC, DAX et Eurostoxx 50 étaient sur support. 4500 pour le CAC, 10 058 pour le DAX, 3145 pour l'Eurostoxx 50. Lorsque le marché réagit sur la partie basse du range, l'objectif c'est de rejoindre la partie haute du range. C'est donc ce que semblent en train de faire les indices boursiers de la zone euro. Alors là je viens de vous parler du CAC, laissez-moi vous montrer l'Eurostoxx 50 puis le DAX. L'Eurostoxx 50 c'est assez limpide, vous l'avez sous les yeux, il y avait cette belle zone de support. Alors moi je résume la situation des actions de la zone euro à globalement l'Eurostoxx 50, où on reste pour le moment dans ce range 3140-3300 points. Il y a un biais haussier sur les actions depuis quelques heures. On sent tout de même que c'est un peu le scénario du maintien de la politique de taux zéro qui s'impose, ce cas numéro A. Le cas le plus complexe, c'est celui que j'ai lettré B, parce que c'est un peu le cas intermédiaire. On relève les taux, mais on reste quand même accommodant. C'est le cas le plus complexe qui va probablement donner de l'importance à la conférence de presse, parce que là on aura besoin d'éclaircissement. Parce que ok, vous relevez les taux, mais pas comme avant, parce qu'à l'époque lorsqu'on engageait un cycle haussier des taux d'intérêt, c'est qu'on cherchait à lutter contre un vrai risque inflationniste, cela annonçait des hausses régulières. Le cas intermédiaire qui verrait monter les taux de 25 points de base, mais dire que finalement on va s'en tenir à ça, ou peut-être qu'on les remontera davantage, mais on va rester attentif au contexte mondial. C'est un cas que le marché n'a pas connu, donc ça, je pense, ajouterait de l'incertitude. En tout cas, les indices boursiers de la zone euro, depuis 3 semaines, ont un cadre technique inchangé en excluant le piège haussier du 9 septembre. Intraday, euro-dollar baissier, probablement en train de casser un nouveau support, peut-être environ 30 pips d'avantage à perdre, notamment suite à l'instant à l'estimation finale
du niveau de l'inflation au sein de la zone euro en août. Le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50, le DAX était sur support hier. Vous avez soulevé les bougies horaires et notamment ce chandelier qui a eu lieu entre 9 heures et 10 heures. Il était limpide. Rebond sur le support à 10 078 points, un support qui agit depuis le 7 septembre. Le DAX est alors sorti par le haut de cette structure. Il a dépassé hier entre 13 heures et 14 heures à l'ouverture de la session européenne le niveau des 10 228 et il a presque rejoint l'orange. La partie haute c'était 10 380, il a fait 10 340. Tout à l'heure entre 7 heures et 8 heures on a eu un chandelier plutôt baissier et depuis on est revenu sur 10 228, donc on a un premier support à 10 228. Le marché en l'espace de 24 heures a gagné 300 points mais il reste dans son range. Sur le DAX c'est un peu plus propre et un peu plus puissant le range, puisqu'on n'est pas revenu dans la partie basse. On a tenu, c'est pas forcément la médiane, mais ce niveau de prix important ici, qui correspond, je l'ai mis ici en pointillé épais, tout simplement, donc je comprime au plus haut de l'année 2014. Donc on voit toujours le rôle de ce niveau de prix, qui avait été débordé d'ailleurs le 15 janvier dernier, lorsque la Banque nationale suisse avait abandonné son seuil face à l'euro. Cette décision de la Banque nationale suisse annonçait en fait une semaine plus tard le quantitative easing de la Banque centrale européenne, parce qu'elle n'a pas voulu se mettre en face. Elle n'aurait pas eu les moyens de toute façon de défendre les 1,20, il aurait fallu acheter tellement d'euros qu'avec derrière la BCE qui elle allait en créer un max des euros, ça allait sérieusement la mettre en danger, la Banque nationale suisse. Donc c'est un niveau de prix important qui a été acheté par le marché depuis hier. Mais rassurez-vous, je dirais, n'exagérons pas, le DAX ne dépassera pas les 10 380 avant la Fed. Le marché reste incertain, c'est déjà une bonne chose qu'il propose un cadre graphique stable, des trading ranges, mais on va rester dans ces trading ranges. Par contre, on en sortira probablement d'ici la fin de la semaine, mais après la Fed. D'ailleurs, ce qui m'invite à croire que le marché va rester dans ces ranges d'ici la Fed, c'est l'étude du volume d'échange. Le volume d'échange est en train de s'affaisser sur les marchés financiers, sur toutes les places boursières. En tout cas, il est inférieur à sa moyenne. Vous pouvez regarder, si vous suivez marché action, le volume négocié à la Bourse de Paris depuis quelques séances. Prenez les titres phares du CAC. Vous allez voir, on a un volume qui tend à diminuer séance après séance. Donc les investisseurs ne vont pas prendre de risques. Voilà. Donc voilà moi ce que je pouvais vous dire sur le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50, le taux de change euro-dollar. De toute façon demain, les actifs sur lesquels il va falloir se concentrer, ce sera l'US dollar index ici du FXM, ça nous permettra d'avoir une bonne synthèse. Moi demain, lorsque je serai avec vous en direct ici même à 20 h, je vais avoir sous les yeux à la fois les différents matériaux qui seront rendus publics par la Réserve fédérale et je vais tenter le plus rapidement possible de vous en proposer une traduction et un décryptage, et surtout j'aurai sous les yeux un triptyque, l'US dollar index de FXM, je mettrai l'indice S&P 500 et puis l'once d'or, puisque le métal jaune réagit fortement aux décisions de politique monétaire de la Fed. Le dollar américain, bon, l'US dollar index, il baisse depuis le 7 septembre. Vous allez me dire, alors pourquoi l'euro-dollar baisse depuis hier? Oui, mais hier, c'était pas le 7 septembre. Le dollar américain, il a monté hier. Certes, alors par contre, il reste enfermé dans ce canal de baisse, hein, c'est un fait. Il a rejoint hier simplement la partie haute. Là, il tend à reculer, mais ne vous trompez pas, l'US dollar index de FXM se replie là à court terme, mais c'est parce que le dollar australien progresse face au dollar américain. C'est parce que le dollar néo-zélandais se reprend face au dollar américain. Le dollar canadien se reprend face au dollar américain. Alors si le dollar canadien se reprend face au dollar américain, c'est aussi parce que le pétrole trouve un support avec la moyenne mobile simple à 20 jours. Finalement, il y a eu 3 achats avec succès de la moyenne mobile simple à 20 jours. Le 2 septembre, achat de la MM20, le 10 septembre, achat, et le 14 septembre, achat. Le pétrole pourrait tenter de se reprendre davantage. Admettons que depuis le début du mois de septembre, les matières premières industrielles, notamment le cuivre et le pétrole, sont dans une phase de reprise, bon, qui ne représente pas grand-chose lorsqu'on la compare à la baisse depuis la fin du mois de juin. Mais en tout cas, on sent une tentative tout de même de tenir les points bas de la fin du mois d'août et de se reprendre davantage.
D'ailleurs, au moment où je vous parle, vous avez sous les yeux les bougies japonaises H4 du pétrole, on teste cette ligne de résistance. Hier, on a rebondi sur la MM 20 jours, là on attaque cette ligne de résistance, c'est pas certain qu'on la franchisse. Si c'était le cas, ça soutiendrait le dollar US. Si c'était le cas, ça prolongerait la reprise technique du pétrole. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok, donc il y a un biais positif sur les marchés actions. Le dollar américain rebondit légèrement depuis hier. Il rebondit face aux devises européennes. L'euro-dollar, je pense, va baisser encore d'environ une vingtaine de pips. C'est juste une anticipation technique, vers 1,12, 1,12,10. Le dollar américain se reprend aussi face au yen japonais. Mais attention, c'est le yen qui se replie. Dans le sillage de la non-décision monétaire de la Banque centrale du Japon, il y a eu hier, dans la conférence de presse d'Aoriko Kuruda, une mention au yen japonais. Et j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il est revenu justement sur l'aspect refuge du yen, qui dans le contexte actuel pouvait renforcer la monnaie, et c'est donc pourquoi la Banque centrale souhaite se mettre en face. Parce que la Banque centrale ne souhaite en aucun cas voir le yen se renforcer. Elle vient d'ailleurs, il y a à peine la semaine dernière, décision du gouvernement japonais d'abaisser l'impôt sur les sociétés pour les entreprises japonaises. Alors on fait tout et toujours plus pour soutenir les profits des entreprises japonaises. Et le rôle de la BOJ dans cette affaire, c'est de jouer sur la compétitivité échange. Donc, l'USD Yen profite aussi bien sûr de l'attrait pour le risque à court terme, que vous identifiez depuis hier sur le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50. L'USD Yen, il est haussier depuis hier avec cette belle réaction sur cette ligne de tendance. Je suis satisfait, je dirais, de la réussite de l'analyse chartiste pour le coup, parce que seule elle, au fond, permettait de comprendre pourquoi l'USD Yen s'est repris sur les 119,60. Je pense que l'USD Yen pourrait remonter davantage avant la Fed. À court terme, on est en train de remonter vers les 120,50. Si l'USD Yen franchit les 120,50, ce sera pour se reprendre en direction des 120,80 et les 121 yens. Bon, c'est la partie haute ici de cette compression. Avec donc désormais un nouveau support sur l'USD Yen à 120,10, donc au-dessus des 120,10 yens, biais positif pour dépasser les 120,50 et se reprendre vers les 120,65, les 120,80 et les 121 yens. Alors, voilà donc tout ce que je pouvais vous dire. L'once d'or est-il sous résistance? Ou est-il en train de se stabiliser sous l'effet de rachat de positions vendeuses, car l'once d'or baisse depuis presque un mois de manière continue? On peut envisager des rachats de short. Pourquoi? Parce que ce marché baisse de manière linéaire depuis 3 semaines. Certains investisseurs ont des gains, ils ne veulent pas prendre le risque de les perdre avec la Fed. Ça se comprend. Je pense que donc c'est ça qui explique la stabilisation de l'once d'or. Au moment où je vous parle, le métal jaune teste la ligne de tendance qui attrape le point haut le plus saillant du 24 août et le point haut le plus saillant du 1er septembre. Mais pour le moment, il n'y a pas de rejet. Donc, moi, j'observe cette ligne de tendance, les cours de clôture. Tant qu'on reste en dessous, ça peut repartir à la baisse. Si par contre on en réalise une cassure haussière, eh bien, ce sera l'interruption du cycle chartiste qui était baissier quand même depuis 3 semaines. Donc on verra. Et le marché, je pense, rentrerait dans un range avant la Fed. Il pourrait s'installer en fait dans un rectangle entre 1100 et 1115. Donc pas de tendance haussière derrière, mais simplement la neutralisation avant la Fed. Donc au moment où je vous parle, voilà, je note quand même que l'once d'or il est pile poil au contact de l'oblique de résistance. Ce qui signifie que si on veut shorter, il y a un risque de pas grand chose, hein, il y a un risque d'1 dollar, donc avec une taille de position sous contrôle, ça ne représente pas plus de 15 ou 20 dollars de risque. Après, bon, par rapport au momentum de court terme, ça peut paraître risqué, mais admettons en tout cas que d'un point de vue technique, je mentionne fortement l'existence donc de cette oblique de résistance. USD Yen, Euro Dollar, DAX, CAC, once d'or, pétrole. Et si on parlait un peu du marché de la dette? La Réserve fédérale, demain, elle prend une décision sur ses taux d'intérêt. L'impact depuis quelques séances est hyper haussier sur les rendements obligataires aux États-Unis. Le rendement obligataire US à 10 ans
enchaîne les séances de hausse, ce qui d'ailleurs explique hier le repli du prix du contrat équivalent allemand, le Bund. Je pensais qu'on pouvait faire 156, on a fait 155,55, on s'en est approché. J'ai abandonné, rappelez-vous hier, mon anticipation positive lorsqu'on a cassé les 155. Et on est donc revenu à proximité de la partie basse de ce canal de hausse. Le momentum H4 du Bund s'est très très vite dégonflé. Faut-il acheter le Bund? Faut-il acheter le Bund en partant du principe que la Fed aurait une politique maintenue, accommodante, avec demain la baisse des taux obligataires aux États-Unis? Moi, je ne vais pas faire de plan sur la comète pour l'évolution de ces contrats-là. Ce qui est certain, c'est qu'on vient de prendre connaissance du chiffre des prix au sein de la zone euro inférieur au consensus. Bon, on est dans une zone ici qui n'est pas tout à fait celle d'un test du support. On est probablement proche de ce qu'on avait fait ici sur le Bund entre le 24 août et le 25 août. C'est-à-dire qu'on va commencer à se stabiliser et ça va rester stable dans cette zone avant la Fed. Donc je ne vois pas de stratégie particulière à adopter sur le Bund. Ça dépendra véritablement de l'évolution des rendements obligataires aux États-Unis. Le GBP USD reprend grâce à des statistiques britanniques ce matin. Il est compliqué le GBP USD. Je vous remontre ici les chandeliers weekly. J'ai ouvert la semaine en disant lundi avalement haussier, il y a un potentiel. L'avalement haussier il est toujours là et le marché il est toujours tout en haut du grand corps de l'avalement. Alors si le dollar américain devait baisser demain, je persiste à dire que le GBP USD s'envolerait vers 1,57. Le GBP il a aussi sa dynamique propre. Écoutez, en données weekly, on est toujours proche de ce bullish engulfing ici qui avait été fait la première quinzaine d'avril. On avait d'ailleurs au début de la semaine d'ouverture qui suit retracé un peu, regardez la mèche. Pour l'instant on est un peu dans ce cas de figure là. C'est certain que si demain le dollar devait baisser avec une Fed accommodante, le GBP USD pourrait dépasser justement les 1,5450 et remonter davantage. Et pour le moment ce n'est pas le cas, ça tergiverse. Là le GBP USD il s'est repris sur les 1,5330, pas forcément un niveau de chartiste hyper limpide. Il repart à l'assaut par contre d'une zone de résistance ici entre 1,5450 et 1,5580. Il y a eu des bons chiffres en provenance du Royaume-Uni ce matin. Et voilà, je pense qu'on va rester dans cette zone de toute façon en attendant la Fed, parce qu'au-dessus de notre tête on a quand même ce niveau là. C'est franchement pas évident. Le GBP USD, je vais simplement retracer une partie de l'avancée. Voilà, bon, un peu de choses près, il a tenu 50% de l'avalement haussier. Admettons que cette reprise dans 50% de l'amplitude du bullish engulfing weekly la semaine dernière, c'est pas mal. Reste que bon, c'était pas évident de savoir où se placer long. On était plutôt en train de casser des supports. Franchement, difficile le câble. Équilibre des forces maintenant entre 1,5330 et 1,5480. Équilibre des forces 1,5330, 1,5480. Voilà, j'y vois pas d'avantage. Ma vue de marché n'est pas plus limpide, j'en suis désolé. Bon, le NZD USD, c'est pas compliqué. Un range 0,6240, 0,64 dollars. Laissez traîner des questions sur les paires croisées et les paires mineures. Je vais en parler. Le taux de change AUD-USD, lui, est en train de tenter de s'affranchir d'une oblique de résistance en place depuis le printemps dernier. Le dollar australien se reprend ces dernières semaines, porté probablement par la reprise du prix des matières premières. Donc ça, c'est quelque chose à suivre. Le dollar australien se reprend, le dollar canadien a tendance à se reprendre aussi, le dollar néo-zélandais s'est stabilisé. Bon, ça fait partie des choses à suivre. Reste que je vais vous montrer ici un graphique en données journalières du taux de change AUD-USD. Vous avez donc ce canal de baisse sur l'AUD-USD. Franchement, rien n'est fait. Moi, j'attendrai honnêtement la clôture des 1. Je ne vais pas m'emballer. Il y a toujours la possibilité de voir ici
parce que c'est pas très convaincant comme accélération en dehors du canal de baisse. Ça fait toujours un peu biseau, donc je n'écarte pas la possibilité de le voir retomber, ce marché. Alors, alors c'est pas la UDZD. Alors vous pouvez avoir des questions sur d'autres paires de devises, hein, l'euro CAD, l'euro AUD, l'euro GBP. N'hésitez pas à me poser les questions. Regardez la perfection graphique de l'euro GBP qui rejette une nouvelle fois sous la ligne de tendance ici. Alors c'est un triangle rectangle descendant sur l'euro GBP. Alors certes la livre sterling est en train de se reprendre fortement suite aux statistiques, mais l'euro GBP là voilà il reste enfermé dans ce triangle rectangle. Donc c'est un beau triangle rectangle hein, qui se dessine depuis un certain temps. Vous l'avez ici, hein, voilà la partie basse. Je vais mettre ce trait là en continu. Donc on a un triangle rectangle entre 0,6240 et cette ligne de tendance. Et elle a été à nouveau vendue ce matin. On a fait une tentative marginale de débordement et puis derrière on réintègre, donc c'est violent. L'euro GBP, là j'ai le sentiment qu'il va retomber à nouveau donc en direction des 0,7240. Bon, aussi parce que la livre sterling est en train de se reprendre, mais en tout cas, graphiquement, ça me paraît assez propre ici sur l'euro GBP. Allez, si vous avez des questions sur les paires croisées, les paires mineures, c'est parti, c'est le moment de les poser. Tout d'abord, Charlie 56. Alors, donc voilà, le scénario A serait logique, mais vous envisagez un scénario B, donc un relèvement des taux, mais un calendrier de relèvement ensuite très lent, progressif et surtout réaliste. Alors, question de Woodou sur le CAC 40. Peut-on envisager de voir remonter le CAC à 5075 points? Alors, 5075, c'est haut, c'est très très haut, hein, 5075. Le jour où, techniquement, on pourra dire que le CAC peut remonter à 5075, c'est s'il fait tout le contraire de ce qu'il a fait le 9 septembre. Le 9 septembre, il a tenté de dépasser les 4690. Et bien moi, c'est simple. Le jour où j'ai une vraie clôture journalière au-dessus des 4690, là, je vous dirais oui, le CAC va remonter à 5000. Mais il faut une clôture journalière. Je vous remonte le CAC en données journalières. Regardez le piège du 9 septembre. On avait fait carrément une shooting star daily avec une grosse mèche au-dessus des 4690. Bon, bah le jour où j'ai un marabout avec une clôture à 4730, là je vous dis oui, on ira à 5000. J'ai besoin, moi, de cette information d'analyse technique pour défendre la hausse vers les 5000 points. Alors, question. Alors, on a semble-t-il cassé l'oblique descendante. Alors, question de l'EDOC. Alors, je vous laisse. Alors, je suis persuadé que vous parlez de l'once d'or. Alors, cette ligne de tendance, je la surveille. Alors, écoutez, là, on l'attaque. Hein, on l'attaque. Il y a un momentum qui est positif. Il n'y a pas de clôture horaire, hein, il est 11h36. On peut au moins se baser sur une clôture horaire. Donc en l'état, si en effet l'once d'or casse en horaire la ligne de tendance, il pourrait remonter à 1115. Ce que semble indiquer le momentum, mais pour l'instant j'ai pas de clôture. Donc j'attends au moins une clôture horaire. Si on fait une belle clôture à midi à 1110, oui je pense qu'on va remonter vers 1115, qui est donc ce niveau horizontal. Alors c'est imminent Stéphane qui a une question donc sur le lancement par Afixem de cette fameuse offre, les actions sur la Trading Station. C'est imminent, faites-moi confiance, et c'est en automne, bientôt des dates précises. Alors USD CHF, once d'or et le dos. Alors l'once d'or, potentiellement, oui, est en train de casser la ligne de tendance et potentiellement, oui, s'installera dans un range avant la Fed. Et je pense que derrière le basculement de l'once d'or d'une phase de baisse propre à un range, eh bien, c'est des rachats de short. Parce qu'il s'agit d'une des tendances baissières les plus linéaires depuis 3 semaines. Et lorsqu'on détient des gains latents, eh bien, on, je pense, ne les menace pas avec la Fed. Reste que pour l'instant, la clôture horaire n'est pas acquise. Donc je ne peux pas encore trancher entre le rectangle ou le maintien des cours sous l'oblique. Alors, voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire. Posez des questions hein, si vous en avez sur les paires croisées. Alors quelqu'un a une question sur l'USD CHF.
il y a d'autres. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des paires majeures et qu'au fond, vous n'avez peut-être rien à faire de l'euro AUD ou l'euro CAD, mais n'ayez pas peur, ou l'euro yen, hein, si vous avez des questions dessus. L'USD CHF a tenu un support à 0,9670. Donc là, l'USD CHF, il tente de se reprendre en direction des 0,98. Il y a simplement cette oblique que je vais surveiller sur l'USD CHF, que je vais essayer de tracer proprement. Alors, est-ce qu'on aurait ce type de configuration? Pourquoi pas réenvisager de voir l'USD CHF avant la Fed remonter en direction des 0,9798. Alors, l'US Oil a rebondi sur sa moyenne mobile à 20 jours. Il y a un biais qui est positif sur le court terme, et c'est vrai qu'au fond, pourquoi pas réenvisager le pétrole remonter. Il y a cette ligne de tendance que j'aimerais voir dépasser. Alors c'est vrai que lorsque je la trace en utilisant les cours de clôture, en fait on a déjà donné une sorte de pré-signal. L'indicateur technique RSI de l'US Oil semble donner de la voie, donc on est de toute façon depuis le début du mois dans un range entre la MM20 et les 48-50 $. Alors au fond c'est vrai qu'on a tenu la MM20, pourquoi pas retendre dans cette zone qui est une zone de volatilité. On voit qu'il y a des mèches hautes ici entre 47 et 50, et pourquoi pas retendre à nouveau vers cette zone de volatilité au début du mois ici sur le US Oil. Vous savez, là vous proposez maintenant des vues de marché swing, ça va être compliqué avec la Fed demain. Il y avait une fenêtre temporelle au début de la semaine, il y a des choses qui sont un peu passées. Bon, maintenant, à mesure que le temps passe, et surtout aujourd'hui, 16 septembre, début de la réunion du FOMC, il ne faut pas non plus croire qu'il va y avoir des belles choses à faire en swing, parce que la position d'attente des investisseurs va sérieusement se renforcer. Ok, bah écoutez, pas de questions sur les paires croisées, donc ainsi s'achève le morning meeting de 11 h. Merci d'y avoir été attentif. Je vous souhaite un bon appétit. Vous retrouvez Sylvain à 13 h pour le 13 h des day traders et l'actualisation de ses stratégies sur le DAX, le CAC, l'euro-dollar, mais surtout le DAX, vous le savez, c'est l'actif qui suit. Quant à moi, je vous retrouve à 14 h 15, alors notez bien 14 h 15 pour le suivi en direct de l'inflation à la consommation aux États-Unis. Voilà, merci à tous et à tout à l'heure.